En 3h50 et 4h30 du matin, je suis déjà en place. J'attends en général vers les 6h, 6h30. Les premières huppes commencent à sortir, à venir. Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog auxonnature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 42e épisode du podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Daniel Salzman, un photographe animalier alsacien, comme son nom l'indique, et ce que j'adore chez Daniel, c'est la diversité de sa production photo. Et les espèces qu'il photographie sont très nombreuses, ça va du renard à la martre, en passant par le piquemar, le torcol fourmilier ou bien encore le moyen-duc et j'en passe. Et bien sûr, parmi tout ça, il a immortalisé à de très nombreuses reprises cet oiseau emblématique qu'est la huppe faciée. Il a acquis une grande expérience photo avec cet oiseau et c'est justement tout ce qu'il va partager avec vous aujourd'hui. Juste avant de le rejoindre, ne vous inquiétez pas si Daniel n'a pas sa voix habituelle. Le pauvre, il a attrapé un très mauvais rhume juste avant l'interview. Avoir un téléobjectif pour photographier la faune sauvage est super important. Le problème, c'est que ça peut coûter très cher. Alors, est-ce que vous avez pensé à la location ? Rendez-vous vite sur objectif-location.fr pour louer votre longue focale Canon, Pentax, Nikon ou Sony. Bonjour Daniel. Bonjour Régis. Alors tu as une petite crève, tu m'as dit avant de commencer l'interview, hein, tu vas avoir la voix un petit peu rauque là, hein, pour ouais, c'est ça, malheureusement. Ouais. Et oui, c'est le problème de l'automne. Il y a des temps ensoleillés, des temps humides qui s'enchaînent. Et c'est vrai que des fois, on passe pas à travers les virus qui traînent. Alors, on commence par le passage obligé, mais nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, s'il te plaît, qui tu es, et puis surtout ce qui t'a amené à faire de la photographie animalière? Alors en fait, je m'appelle Daniel Salzman. Je suis né en 1982 et j'habite le Haut-Rhin en Alsace. Je suis employé pour un collège privé comme surveillant et prof de sport. Il y a quelques raisons, c'est vrai, qui m'ont orienté vers la photographie animalière. La première, c'est mon père qui m'a vraiment donné cette passion, ce virus, parce qu'avec lui, c'est vrai qu'on faisait pas mal de marches, et il m'a appris un peu à découvrir ce monde sauvage. Est-ce que ton papa fait de la photo animalière également? Non. Absolument pas. D'accord, c'est d'abord l'amour de la nature qui t'a transmis. Oui. Et la seconde, c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager pas mal en Chine, au Tibet, en Afrique, en Thaïlande, dans pas mal de pays, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire de la photo lorsque je voyais des paysages absolument fabuleux, quoi. Et ces voyages-là ont été faits dans un cadre personnel ou en vacances, par exemple, avec ta famille? Alors, il y a les deux. Il y a eu un cadre personnel, il y a eu un cadre familial, mais il y a aussi eu ce cadre avec des ONG chrétiennes pour aider en fait des réfugiés, par exemple, ou des personnes qui ont des gros problèmes, surtout en Afrique. Est-ce que tu as pu, pendant ces voyages-là qui étaient d'abord humanitaires, est-ce que tu as pu développer un petit peu ton œil photographique ou c'était quand même essentiellement tourné vers la mission en première? C'est vrai que je pense pas avoir développé vraiment un œil photographique durant cette période, mais c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux, disons, sur l'aspect merveilleux des continents et des pays et avec leurs différences, quoi. Bien sûr. Est-ce que quand on part comme ça dans des pays vraiment lointains et assez exotiques, est-ce que quand on revient après en France, dans ta région, dans la région dans laquelle on vit, et que finalement on ne regarde plus trop parce qu'on la connaît par cœur, est-ce que le fait de partir et de revenir, ça a tendance à ouvrir les yeux sur notre environnement très proche? Ah oui, entièrement. C'est vrai que on a mis complètement différent, que ce soit en Afrique ou sur les îles. Mais lorsqu'on revient sur sa terre natale, c'est vrai que on découvre et on redécouvre des beautés simples, mais tellement belles lorsqu'on y prête attention. Ouais, c'est vrai, exactement. Et en fait, on n'est pas blasé du tout du retour, quoi. On se dit pas, ah ben non, c'était mieux là-bas. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est exactement ce que dit, par exemple, Vincent Munier, hein. Il le dit très clairement. Il prend énormément de plaisir à revenir dans ses Vosges natales, quand il part quand il revient de ses longs voyages, quoi. Alors Daniel, dans mes interviews, je demande quasiment toujours à mon invité s'il peut faire un lien entre son métier ou sa formation initiale, sa formation étudiante, et la photo animalière.
Et donc toi, tu l'as dit, tu es prof de sport. Est-ce que cette activité professionnelle te donne des clés, des outils pour mieux réussir tes photos? Ben, je pense que ce qui est bien pour moi, ce qui est primordial, c'est d'être dehors. Et le fait d'être dehors, justement, avec mes élèves, ça me permet quand même d'apercevoir des fois des scènes assez incroyables, même en plein air, quoi. C'est-à-dire d'observer encore les oiseaux. Ça m'arrive souvent, en plein cours de sport, d'observer les oiseaux, d'entendre les pics et de prêter attention. D'accord, ouais, donc évidemment, le lien, il est dans l'activité extérieure, dans l'une comme dans l'autre. Nature. D'accord. Alors, écoute, il suffit de parcourir tes photos que tu fais sur ta page Facebook pour se rendre compte de la diversité de ton travail. Alors, vraiment, c'est pas exhaustif, hein, mais voilà, je cite tarin des zones, du lièvre, du hibou grand-duc, renard, écureuil, jet des chênes, pouvre et pivoine, etc., etc. Et ce sont des photos qui sont à chaque fois très très jolies et très très bien exécutées. Comment tu t'y prends pour avoir une telle diversité? Ben pour ma part, donc je pense que pas mal de photographes utilisent cette technique, c'est qu'ils font des appuis, hein. Donc des appuis fixes qui leur permettent justement d'approcher au plus près les oiseaux. Et pour ma part, ben j'ai la chance d'avoir un appui fixe dans un jardin privé où j'ai la martre qui est bien, et aussi le très beau pic cendré qui est beaucoup plus rare, qui vient régulièrement. Et donc c'est vrai que c'est un endroit où je nourris pas mal, donc les écureuils, les oiseaux entre autres. Donc c'est un petit studio photo que j'ai mis en place. D'accord. Et donc comme tu l'as dit, ouais, j'aime bien cette image, c'est un studio photo extérieur. Oui. Est-ce que, alors évidemment, il faut quand même un environnement naturel qui soit riche, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Est-ce que le fait que ton affût soit fixe et présent, j'imagine toute l'année, est-ce que tu penses que ça aide pour que les animaux s'habituent à sa présence et viennent régulièrement? Ah ben ça, tout à fait, parce que je nourrissais en fait, là j'ai un peu moins de temps, mais c'est vrai qu'il y a un an, je nourrissais pratiquement tous les 2 jours. À savoir que je mettais en général 3 kilos de graines par jour, et en 2 jours c'était fini. Et donc là, quand tu nourris comme ça, tu attires un maximum d'espèces finalement. Ben, j'ai une grande variété, je dois avoir entre 30 et 40 espèces. Ah oui, sur un seul affût? Sur un seul affût, ouais. Un seul site, ouais. Donc évidemment, ça peut être effectivement un bon moyen pour les photographes qui ont envie qui n'ont pas beaucoup de temps finalement, et qui n'ont pas le temps d'aller dans la nature et puis de chercher beaucoup d'espèces, parce que c'est très chronophage, hein, à chaque fois. Et d'attirer les espèces à eux, ça peut être un bon moyen effectivement. Est-ce qu'on t'a déjà reproché au niveau de l'éthique finalement, est-ce qu'on t'a déjà dit oui mais tu nourris, est-ce que c'est pas très bien parce que c'est pas très naturel? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de réflexion? Personnellement pas, mais c'est vrai que dans mes débuts photos, j'évitais vraiment de nourrir. Par la suite, je me suis rendu compte que certaines espèces vraiment plus rares étaient assez difficiles à approcher, et que si je voulais arriver à des belles photos, vraiment des belles photos, des beaux supports, c'est qu'il fallait que je fasse vraiment que je m'y prenne autrement. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est sûr que le résultat est différent. Et évidemment différent, ouais. Mais de toute façon, il y a une règle absolue pour ça, c'est de pas arrêter le nourrissage de manière très abrupte. C'est-à-dire que les animaux, évidemment, s'habituent à cette présence, à cet apport de nourriture. Et si on l'arrête d'un coup, c'est là où ça peut être problématique. Après, si on continue, si on poursuit le nourrissage en plein hiver jusqu'à la fin de l'hiver, c'est pas très très gênant, quoi. Non, mais disons, c'est vrai qu'en règle générale, on nourrit seulement en hiver. Pour ma part, c'est vrai que des fois, enfin, en tout cas l'an passé, je n'ai pas honoré cette règle. J'ai nourri vraiment en continuité, ce qui m'a permis justement de maintenir toutes les espèces jusqu'en hiver, jusqu'au moment crucial. Alors moi, je sais, Daniel, que c'est vrai que en général, en France, dans les magazines, dans les livres, ou même sur les forums qu'on peut parcourir, en règle générale, les photographes, les ornithologues en France, en tout cas, ne nourrissent que l'hiver. C'est pas le cas du tout des Anglais, qui ont une grosse culture ornitho, hein, leur LPO à eux, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs leur LPO à eux, qui a un nom particulier. Eh bien, eux, qui vraiment ont une grosse culture d'ornitho et puis d'observation des oiseaux dans les jardins, nourrissent toute l'année.
Donc c'est quasiment une question de culture. Alors j'avais lu que ça peut être problématique effectivement au moment du printemps, quand les mâles essayent d'avoir leur territoire. Voilà, c'est le fait qu'il y a un lieu, comment dire, un lieu très très concentré où tout le monde se retrouve à cause de la nourriture. Ça peut être problématique pour les mâles qui cherchent à avoir leur territoire. Voilà. Bon, après c'est les Anglais le font et c'est pas pour ça qu'ils ont moins d'oiseaux que chez nous, hein. Non, c'est sûr. Bon, disons qu'en France, c'est vrai qu'on a, comme tu le disais, une culture propre et le fait de nourrir toute l'année n'est pas forcément bien vu. Voilà, comme ils le sont, il faut garder une question d'hygiène aussi, hein, parce que tiens, justement par rapport à ça, est-ce que tu fais attention à nettoyer régulièrement l'endroit où tu nourris? Parce que justement, ça crée des infections, donc il faut vraiment régulièrement nettoyer, enlever les graines, enlever toute nourriture qui pourrait être avariée, toute nourriture qui a pris peut-être de l'eau justement, donc pour que l'hygiène soit vraiment maintenue au meilleur, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut pas laisser les bactéries se développer. Ça peut être vraiment problématique. Même si tu es en affût pour les photos que tu fais, est-ce que malgré tout tu dois faire des recherches en amont sur les espèces animales que tu sais que tu vas rencontrer dans tes séances? Je veux dire par là, si on veut rencontrer un renard dans le milieu sauvage, en billboard, il faut évidemment savoir à peu près où l'animal se situe, où est-ce qu'il peut vivre, connaître son biotope. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une connaissance naturaliste quand on fait principalement ces photographies en affût? Oui et non. Je pense que toute personne sait faire un affût, sait poser des branches, mais c'est sûr que c'est un plus de connaître les espèces, de savoir leur milieu, de savoir qu'est-ce qu'elles mangent, de savoir qu'est-ce qui les attire. Et c'est vrai que pour ma part, bien sûr, je sais ce qui attire un peu le pic cendré, par exemple Bouvreuil pivoine, et je sais quel support, je pense savoir quel support il faut leur mettre pour qu'ils puissent venir se poser et être pris en photo. Et oui, tu veux dire que si tu mets un tel type de graines avec un tel type de support, alors et que tu veux photographier par exemple le pic cendré, mais que tu te trompes sur ces deux paramètres, tu l'auras pas. Il viendra pas. Je peux pas dire qu'il viendra pas, mais c'est sûr que ce sera peut-être plus dur, plus difficile. Et donc ces informations-là, évidemment, on les a dans la littérature naturaliste en règle générale. Bon, on peut les trouver sur Internet, mais je pense qu'il y a aussi des fois où il faut chercher par soi-même, en arrangeant, en testant, quoi. En faisant des expériences, ouais, c'est ça. Se rendre compte que tel support fonctionne mieux qu'un autre, par exemple. Oui. Par exemple, pour le pic cendré, c'est vrai que les troncs d'arbres creux, lisses, pour ma part, marchent vraiment super bien. Si on rajoute un petit duvet de mousse, c'est sûr que le support sera absolument idéal pour le pic cendré. D'accord. Non, mais je répète encore, hein, ceux qui qui ont un travail toute la semaine, comme toi par exemple, hein, et puis comme plein d'autres qui nous écoutent, et qui n'ont pas beaucoup de temps de faire des recherches sur le terrain, parce que c'est vrai que ça prend du temps et des fois le résultat n'est pas au bout. D'avoir un affût comme toi fixe, c'est l'idéal, quoi. Toi d'ailleurs, tu te caches dans quoi en fait? C'est un affût que tu as construit en dur, en bois? C'est un affût, ouais. Effectivement, c'est un affût construit en bois, donc il n'y a pas de vitre teintée comme en Hongrie chez Bensemate, mais il y a bien sûr il y a un support qui fait que je suis entièrement camouflé, qui est absolument aucun dérangement. Enfin, je peux pas dire qu'il n'y a pas de dérangement, il y a toujours un léger dérangement, mais je pense avoir fait vraiment ce qu'il fallait pour être le plus discret possible. Bien sûr, ouais, donc c'est intéressant. En fait, ce qui est important, c'est que les animaux se rendent pas compte qu'il y a un changement entre la présence et la non-présence du photographe. Ça, c'est malheureusement pas toujours vrai. Il y a certaines espèces qui sont quand même très sensibles au dérangement. Donc, certains rapaces, par exemple, si on déplace, ne serait-ce si on coupe un arbre, le rapace, il sera perturbé.
Donc ça dépend en fait des espèces. Est-ce que justement tu en as vu des rapaces qui sont venus, alors c'est très rare, hein, la mangeoire c'est quasiment inexistant, mais peut-être parfois l'épervier, non, qui lui est un prédateur de passereaux, est-ce que ça peut arriver? L'épervier ne vient pas chez moi, je comprends pas pourquoi, mais j'ai entendu clairement pas très loin la chouette chevêche, j'ai entendu plusieurs chouettes qui étaient vraiment dans le jardin, je les ai pas vues dans mon jardin, mais je sais qu'il y a des rapaces, ouais. D'accord, ouais. Alors, tiens, tu as rencontré donc beaucoup d'animaux, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a un animal que tu rêverais d'avoir dans ta carte mémoire? Alors, pas forcément dans ton affût, mais bon, ailleurs. Et voilà, est-ce qu'il y en a un qui t'échappe et qui te fascine et qui fait partie de ton rêve photographique? Ben, je dirais qu'il y a plutôt, une scène que j'aimerais vraiment pouvoir prendre en photo, immortaliser, ce serait un nourrissage de pic cendré. Et aussi, bien sûr, le petit duc qui est mon rêve, donc le plus petit des hiboux que j'aimerais pouvoir aussi prendre en photo. Ça, c'est vraiment les deux objectifs. Et par contre, là, il faut oublier l'affût, quoi. Ah oui, ouais. Totalement. Exactement, on n'est plus dans le même cadre en fait. Hein. Tiens, je voulais te demander, Daniel, quel matériel tu utilises principalement? Alors, j'ai acheté un nouveau boîtier qui est le Nikon D500 et j'ai deux téléobjectifs, j'ai le Tamron 150-600 et le Sigma Sport 150-600. D'accord, ah tiens, donc tu as les mêmes objectifs, hein, même focale, même amplitude de zoom, mais avec les deux marques différentes. D'ailleurs, ce sont les deux marques sur ces méga zoom là, hein, comme on les appelle, qui se tirent un petit peu la bourre. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ça parce que voilà, est-ce qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre, différent? Comment tu les compares les deux? Très honnêtement, c'est assez difficile parce que les deux zooms sont quand même de bonne qualité. Je pense que le Sigma Sport est peut-être, je dirais, légèrement meilleur quand même en piqué. D'accord. Après, je pense que c'est deux zooms qui se valent, parce que ce qui est bien sur le Tamron, c'est qu'il est bien plus léger, et le Sigma, il fait son poids. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de d'utiliser un petit peu le 150-600 Sigma. Voilà, il pèse son poids, et donc c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu fatigant en bout de bras. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'acheter ces deux méga zooms qui sont identiques en termes de focale? C'est justement cette différence de poids, c'est que tu aimes bien avoir un méga zoom mais tu voulais avoir un plus léger pour des circonstances particulières? Honnêtement, je voulais simplement en fait vendre mon Tamron et passer au Sigma Sport en pensant vraiment que le Sigma Sport serait largement meilleur, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça veut dire que le Tamron à la base il est déjà très bon, quoi. Oui, il est bon. Ouais. Il a un super piqué. Je peux pas dire que ce soit le top du top en piqué, mais il est bon. Ouais. D'accord. Donc tu as ces deux-là. Mais écoute, c'est intéressant d'avoir un petit peu ton retour d'expérience. Alors tiens, une question j'avais pas forcément prévu de te poser, mais est-ce que tu penses que c'est un atout d'avoir en affût fixe un zoom comme tu as toi? Entièrement, ouais. Je pense vraiment que c'est un plus parce que très souvent, bon là je parle du renard, mais très souvent certains animaux, certains mammifères peuvent se rapprocher tellement près que si on a une focale fixe, par exemple un 600 fixe, c'est sûr qu'on peut louper énormément de photos, et avec un zoom justement, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut dézoomer comme on le souhaite. Exactement. Donc c'est vrai que ça peut être un atout. Un affût fixe, on peut pas se déplacer. Et là, c'est le travail de l'objectif en zoomant, dézoomant qui va permettre de changer un petit peu la scène et l'ambiance. Et ouais, bien sûr, donc de recadrer aussi comme on veut, quoi. Bien sûr, c'est ça. Ouais, non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Alors, on en vient au sujet principal de l'interview. Voilà, donc la huppe faciès. Écoute, on va commencer par le commencement. Déjà, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle ainsi? C'est un nom qui est quand même un petit peu rigolo, quoi, un petit peu particulier. D'où vient ce nom de huppe faciès? En fait, je pense, je ne sais pas exactement, mais je pense que le nom de la huppe faciès vient très certainement de sa huppe érectile qu'elle a donc sur la tête. D'accord. Alors vas-y, dis-nous un petit peu quel genre d'oiseau est la huppe faciès, où vit-il, quand est-ce qu'il est actif, toutes ces choses naturalistes super importantes qu'on se doit de connaître quand on a un projet photographique sur une espèce en particulier.
Alors déjà, il faut savoir que le nombre en Europe de huppes faciées est d'environ, je dis bien environ 900 000 à 1,7 million. Ah, c'est quand même pas mal. Enfin, ça va du simple au double, mais ça fait quand même un sacré paquet d'individus, quoi. Oui. Par contre, c'est vrai qu'en France, il y en a moins. Il y en a entre 30 et 50 000, ce qui n'est pas énorme. Non. Par contre, un conseil pour toute personne qui souhaiterait faire pouvoir apprécier le spectacle de la huppe faciée, c'est de se rendre en Espagne. Il y en a beaucoup là-bas. C'est réputé pour être un gros vivier de. Belle population. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'était dans les 800 000. Hein. Ah, effectivement, oui. Donc c'est énorme. D'accord. La huppe, c'est un petit oiseau, hein. C'est pas un oiseau qui est très grand. Il fait à peu près 32 centimètres, hein, pour un poids de 55 à 80 grammes. Ouais, c'est peu, ouais. C'est vrai, c'est peu. C'est un petit gabarit. Ouais. Ouais. Et l'espérance de vie, c'est d'environ 11 ans. C'est quoi? C'est un peu gros comme un merle, hein, à peu près. C'est à peu près ce genre de gabarit. Oui, effectivement. Ouais. C'est un petit peu ça, ouais. Est-ce que le nombre d'espèces en France, en tout cas, enfin le nombre d'individus, pardon, est en baisse? Est-ce que c'est un sujet qui est en délicatesse par rapport à... Je pense pas que le nombre est réellement en baisse, mais c'est sûr, c'est un oiseau qui est toujours sur liste rouge. Donc qui est quand même, c'est un oiseau extrêmement protégé. Il y a des plans qui sont pas toujours révélés au grand public. J'ai la chance de connaître plusieurs personnes qui posent des nichoirs pour les huppes. Les huppes se rendent assez régulièrement chaque année, hein, sur leur site. Donc après, c'est sûr, c'est une question de savoir où sont les populations. Bien sûr. Justement, dans quel est le biotope idéal où on a le plus de chances de trouver une huppe faciée? Est-ce que déjà, tiens, première question, est-ce qu'en France on peut la trouver partout? Partout non, partout non, absolument pas. Il faut savoir que la huppe faciée, c'est un oiseau migrateur, hein, donc oui. qui vient du Sahel, du désert du Sahel, et qui vient donc dans ma région, donc de la région d'Alsace en général, entre le mois d'avril et le mois d'août. Donc c'est la période où il y a une possibilité de voir la huppe. Et donc le biotope à peu près général, c'est quoi? C'est il y a pas forcément c'est comme l'hirondelle, j'imagine, non? C'est vrai que la huppe apprécie spécialement tout ce qui est haies, vergers et les arbres creux, hein. Donc c'est très souvent dans les arbres creux qu'elle fait ses loges. Donc d'anciens trous de pics, que ce soit des pics épêches. D'accord. Et donc elle se nourrit aussi principalement de larves de coléoptères, de sauterelles et de papillons. D'accord. Donc il faut quand même un endroit un petit peu diversifié au niveau de la nature, au niveau de la végétation. Hein, j'ai l'impression, il ne faut pas que ce soit des grands champs uniques de monoculture. Hein, il faut que ce soit des paysages un petit peu de bocage. Oui. Alors chez nous, c'est vrai que le terrain, je dirais, de prédilection, c'est des zones un peu sèches. Hein, c'est ce qu'on appelle les collines sèches. D'accord. Donc c'est vraiment un biotope absolument spécial et fabuleux, non pas que pour la huppe, mais spécialement pour la huppe. D'accord, oui. Écoute, en Bourgogne, là où je suis, je rencontrais régulièrement des huppes. C'était un endroit, alors pas spécialement sec, hein, c'était des prairies, de bocage, la campagne, on va dire traditionnelle, tu vois, d'un enchaînement de champs, de haies, un petit peu de culture, et on l'a trouvé régulièrement dans ces coins-là. Donc c'est vrai qu'on peut la trouver assez facilement. Alors maintenant qu'on sait à peu près où la trouver, hein, mais encore une fois, il faut vraiment se renseigner localement et puis sur des livres spécialisés, hein, c'est quand même le mieux. Mais maintenant qu'on sait à peu près où la trouver, à quel moment on a justement le plus de chances de la voir? Est-ce que c'est un animal qui est diurne, plutôt inféodé, enfin en tout cas plutôt actif le matin, en soirée? Comment tu vois les choses toi par rapport à ça? La meilleure période pour voir la huppe, c'est du mois d'avril au mois d'août. Donc principalement en matinée, parce que le matin on l'entend chanter, donc très tôt. Et lorsqu'on l'entend chanter, c'est vrai que ça nous permet de repérer à peu près
l'endroit où se placent les différents couples. C'est d'abord un repérage audio que visuel, auditif et visuel. Oui, en premier lieu, c'est un repérage audio. Ah ouais, excellent. Et comment tu fais justement pour avoir cette tu vas sur un site particulier pour avoir l'extrait du son? Comment tu peux faire pour savoir que dans la nature tel chant c'est celui de la huppe? Disons que le cri de la huppe, ou le chant de la huppe, c'est un chant vraiment très spécial. Lorsqu'on l'entend, c'est vrai que ça reste dans les oreilles, donc il n'est absolument pas possible de se tromper en repérant ce chant. Hein. On dit que c'est un chant tridactyle sourd. Ouais. Et donc c'est en fait trois syllabes hein, qui font oup oup oup. Et donc ça c'est vraiment très facile à repérer. Et c'est un petit peu comme finalement la chouette-hulotte, hein, on la repère comme ça. Après, ceci étant, hein, si on la cherche pas forcément activement, mais qu'on voit cet animal voler, c'est pareil, c'est comme son chant. Hein, quand on voit la huppe en vol, son plumage des ailes, hein, des rémiges, ne trompe pas non plus. Hein, on peut pas se tromper non plus sur l'animal, quoi. Je dirais que c'est vrai que moi je me suis trompé quand même plusieurs fois et j'ai confondu en fait la huppe avec le jet. Je parle du vol, hein, parce que c'est un animal, un oiseau qui a à peu près le même gabarit. Les couleurs des fois peuvent se ressembler, donc en vol, c'est vrai que c'est pas toujours, pas toujours évident, mais en règle c'est bien. Ça peut être un vol un petit peu ondulé, hein, pour les deux. Hein. C'est vrai que ça fait un petit peu ça. Mais une fois qu'on est assez proche, la huppe, hein, quand elle déploie ses ailes, voilà. Alors Daniel, quels sont les comportements de la huppe à fixer sur la carte mémoire? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes à ne pas rater quand on souhaite photographier cet animal? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs prises de vue qui sont vraiment intéressantes pour la huppe, notamment bien sûr le nourrissage, hein, le nourrissage qui est une scène d'action absolument spectaculaire. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui fait que c'est spectaculaire? Donc les parents, hein, principalement la mère vient nourrir le petit ou les petits qui sont dans la cavité, et donc c'est un moment absolument spécial parce que donc on peut prendre vraiment en action suivant les réglages qu'on fait aussi sur l'appareil, on peut avoir des scènes absolument fabuleuses, quoi. D'accord. Alors tiens, justement, je reviendrai un petit peu sur le nourrissage parce qu'il y a des précautions à prendre, mais par contre, sur techniquement sur le réglage, qu'est-ce qu'il faut comme réglage pour figer le moment où tu as la huppe qui arrive, qui dépose ses ailes et qui s'apprête à donner à manger, à nourrir ses petits? Qu'est-ce qu'il faut sur son appareil? Donc, pour ma part, c'est vrai que j'essaie d'avoir une vitesse assez importante. Hein. Donc, mes photos sont faites en minimum 1600 à 3500. Donc en vitesse d'obturation. Ah ouais, c'est quand même assez élevé. Comment tu parviens à avoir une telle vitesse? Pour figer un moment, je pense que c'est important de donner le maximum de vitesse. Sur tous les oiseaux, ouais. Ouais, d'avoir donc je suis en général entre F8 et F13. Ah, t'arrives à fermer quand même assez t'arrives à fermer le diaphragme mais quand même garder une vitesse assez importante? Oui. Le problème c'est qu'il faut justement faire attention à ne pas monter trop en ISO. Bon, certains boîtiers le permettent, ce que j'ai actuellement le permet, mais c'est vrai qu'une image vraiment propre, donc saine, sans trou de grain, est quand même de bien meilleure qualité. Bien et sûr. pour cela, c'est vrai qu'il faut éviter de monter trop en ISO. D'accord. Alors je suis assez, moi j'aurais plutôt tendance à penser que, moi d'emblée comme ça, je me dis pour avoir une telle vitesse, il faut ouvrir le diaphragme à fond. Mais tu parviens quand même à fermer un peu plus et garder la vitesse d'obturation assez élevée. C'est en pleine journée, c'est pour ça? Oui, c'est ça. J'ai bien sûr repéré en amont, hein, donc la lumière du jour,
savoir à peu près justement quelles sont les meilleures périodes pour arriver à figer ces instants. Et c'est vrai qu'il y a une tranche horaire, donc en matinée, qui permet d'avoir une luminosité assez importante, qui permet justement de faire des réglages quand même corrects. D'accord. Donc tu fermes à f8, f13 pour avoir un piqué optimal, et tu gardes cette vitesse importante et sans monter trop en ISO grâce à cette importante lumière, en tout cas qui est abondante. Par rapport au nourrissage, tu peux nous rappeler dans quel type d'arbres les huppes se nourrissent le plus facilement, en tout cas nichent le plus facilement? Alors, il y a principalement plusieurs arbres, mais je dirais là où je les vois le plus régulièrement, ce sont d'anciens cerisiers. Ah oui, d'accord. Ça peut être ailleurs, hein, mais là en tout cas, en l'occurrence pour toi, c'est des anciens cerisiers. D'accord. Je crois que je sais qu'il y a aussi dans les pommiers, mais principalement ce que moi je vois, c'est dans les cerisiers. Par rapport au nourrissage, on dit souvent il faut vraiment éviter de photographier les oiseaux au nid parce que il suffit qu'on fasse une grossière erreur et ça peut vraiment mettre en péril la nichée. Est-ce que c'est aussi problématique avec la huppe? Et si c'est le cas, quelles précautions toi tu prends pour pas mettre en péril justement la nichée? Alors bien sûr, c'est tout à fait. C'est normalement il y a une loi qui interdit de prendre des photos d'oiseaux qui viennent nourrir, surtout en plus un oiseau comme la huppe qui est sur la liste rouge. Bien sûr. Donc il faut savoir que moi j'ai demandé les autorisations aux brigades vertes, aussi aux propriétaires, et que je fais vraiment tout ce que je peux pour ne pas mettre en péril la nichée des huppes. Il faut savoir qu'il y a aussi une période d'incubation. Il y a une période où il ne faut absolument pas prendre de photos. Il faut laisser entièrement la huppe tranquille pour ne pas mettre en péril justement cette portée, quoi. Et tu te places, alors tu te places où en fait par rapport à ça, par rapport à comment tu fais pour ne pas être vu? T'es dans un affût mobile, une tente affût, ou simplement le fait d'avoir toi ton camouflage, une espèce de toile sur toi suffit? Comment tu t'y prends? Alors la première chose, c'est que je viens le plus tôt possible, justement pour que déjà j'arrive sur le site avant que la huppe ne me voie. D'accord. Donc très tôt le matin. Rangement possible, ouais, très tôt, des fois en 3h50 et 4h30 du matin, je suis déjà en place. Ah oui, quand même. Je suis déjà en place et j'attends en général vers les 6h, 6h30, la première apparition les premières huppes commencent à sortir, à venir. D'accord. Et alors toi, tu te places dans un affût comment tu fais pour être le plus discret possible? Alors j'ai un affût de place que je place à bonne distance, donc ni trop près ni trop loin. Et bien sûr, je fais le moins de bruit possible. Je mets tout en place, justement, tout soit en place avant que les huppes ne sortent, pour qu'il n'y ait pas de dérangeement. Est-ce que tu ranges ta tente, ton affût après ta séance, ou tu la laisses sur place pendant un certain temps pour que l'animal s'habitue? Alors, normalement, c'est vrai qu'il serait important de laisser plusieurs jours avant, même peut-être une semaine avant l'affût sur place, pour que la huppe puisse puisse être à l'aise, donc avec ce niveau dispositif. Mais pour ma part, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de faire un affût vraiment fixe, en sachant que là où je prends les photos, c'est un lieu quand même où il y a pas mal de personnes qui viennent. Donc il y aura un dérangement énorme. D'accord. Mais j'ai quand même l'impression que la huppe, d'après ce que tu dis, n'est pas aussi farouche que peut l'être un rapace par exemple, ou même un pic noir en pleine forêt, où tu peux te permettre de remballer à chaque séance le matériel. C'est faisable, quoi. Tout est faisable, c'est sûr, mais c'est peut-être pas le top. Ouais, c'est pas l'idéal. J'ai un ami justement qui est responsable de la pose de nichoir, et pour les prises de photos, c'est vrai que lui,
lui, il met des affûts qui sont là pendant donc une semaine avant que les huppes viennent. D'accord. Est-ce que quand tu as fini ta séance et que la lumière est trop dure ou que c'est plus intéressant, pour emballer le matériel, tu attends que la huppe soit partie? Est-ce qu'il y a un délai? Je sais pas. Est-ce que c'est réglé comme du papier à musique? Elle part un quart d'heure chercher son coléoptère, elle le ramène après. Et là, t'as le temps de partir. Comment tu fais pour le retour? En général, c'est vrai que le temps est estimé entre 5 à 25 minutes. Donc là, on a à peu près on dispose de 5 à 25 minutes pour ranger le matériel sans dérangement. D'accord. Et là, oui, c'est le laps de temps qu'il faut pour que l'animal ne se rende pas compte qu'il y a eu une présence humaine à cet endroit-là. Bah, je peux pas dire que la huppe ne se rend pas compte de cette présence, mais c'est sûr que c'est atténué. Bien sûr. Ouais. Est-ce que, alors, au moment vraiment typiquement du déclenchement, comment tu fais pour la mise au point? Est-ce que tu repères l'animal qui arrive et tu le suis, et puis tant bien que mal, tu essaies d'avoir une mise au point en continu sur l'animal et puis tu déclenches, ou alors tu anticipes son arrivée? Comment tu peux faire pour avoir la bonne mise au point au bon moment et déclencher au bon moment également? Comment tu fais? Alors, pour ma part, je fais une mise au point manuelle, donc une mise au point manuelle sur la tête du petit, et je déporte les collimateurs je les déporte du côté où les parents risquent de venir. Donc c'est vraiment aléatoire. Il y a absolument aucune certitude que la huppe passe exactement à cet endroit. Tout est hypothèse, quoi. Bien sûr. Donc ça veut dire que en fait la mise au point, elle est pré-réglée à l'endroit où, en tout cas la tête où vont sortir les petits, et puis tu espères que l'animal se trouve dans la zone de netteté. Voilà. D'où l'importance peut-être aussi de fermer un peu plus le diaphragme pour avoir une zone de netteté plus importante. Ben justement, donc là, l'une de mes photos préférées a été prise à F13. C'est vrai que on conseille pas de prendre des photos à F13, mais ça m'a permis quand même d'avoir une zone de netteté vraiment large, très large. Bien sûr, ouais. T'aurais été à F5.6, il est très possible que les yeux de la huppe soient flous. C'est sûr. Bien sûr. Certain. D'accord, ouais. Donc tu bénéficies d'un piqué supplémentaire parce qu'on dit souvent que la zone optimale de piqué, enfin en tout cas le piqué optimal est obtenu à des fermetures entre F8 F8 et F13 par exemple. Et puis en plus tu as une profondeur de champ qui est plus grande et tu as donc plus de chances d'avoir l'œil de l'oiseau dans cette zone de netteté. Pour le moment du déclenchement, j'imagine que c'est en rafale, non? C'est une rafale, hein. C'est sûr, hein. Ouais. D'accord, ouais, donc c'est absolument indispensable d'avoir le mode rafale pour pouvoir choper cette scène, ouais. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de changer aussi de boîtier, parce que c'est vrai que maintenant, avec le Nikon D500, ça me permet d'avoir une rafale de 10, hein. Ah oui. 10, qui est vraiment énorme, ce qui me permettra vraiment d'avoir des photos encore plus, d'avoir plus de chance, bien sûr, d'avoir plus de chance de choper. Oui. Quand tu passes de 5 images secondes à 10 images secondes, tu multiplies par 2 ton nombre la possibilité d'avoir la bonne scène, tout simplement, hein. C'est ça. Ouais, clairement. Et c'est vrai que j'aimerais aussi tester ce mode que j'aimerais vraiment pouvoir immortaliser, c'est-à-dire le fait de faire des superpositions, d'avoir toute une scène de la huppe qui vient de loin. Donc des images superposées qui montraient vraiment le chemin de la huppe, quoi. Je vois ce que tu veux dire, un montage où c'est évidemment toujours le même individu qui arrive, mais avec l'enchaînement de l'arrivée. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, ça peut être super esthétique de faire ça. C'est vrai. Et d'où l'importance d'avoir une vitesse de rafale élevée. Est-ce que tu peux nous parler de ta photo de huppe préférée, celle dont tu es le plus fier, ou en tout cas celle qui t'a le plus marqué, et puis nous dire un petit peu le making of de cette image, comment tu t'y es pris pour la réaliser? Donc je reparle de cette photo qui a été faite avec les réglages F13, avec une montée en vitesse, je crois que j'étais à 2500, environ 2500. Et j'avais une très très bonne lumière, j'avais le petit qui sortait vraiment bien la tête,
Et mais je voulais créer en fait une image particulière, c'est-à-dire d'avoir la huppe le plus loin possible, que la maman soit le plus loin possible, le plus éloignée du petit, pour avoir justement cette impression de grandeur, quoi. C'est vrai que les photos de huppe au nourrissage, c'est souvent des plans assez fermés, assez restreints. Et là, justement, je voulais ouvrir au maximum pour avoir une photo qui sorte un peu de ce qu'on fait bien en sûr, général. Donc, bien sûr. avec avec une complexité, une technique un peu plus difficile à réaliser. Oui, j'imagine que comme toute espèce animale qu'on souhaite photographier, le plus on est sur le terrain et le plus de chances on a de faire des photos intéressantes. Et là, c'est particulièrement vrai pour la huppe, j'imagine. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la huppe, il y a une particularité là où je prends les photos, c'est qu'elle vient chaque année sur les mêmes endroits, sur les mêmes zones. Et il y a une personne qui est responsable en fait de nettoyer les huppes pour que justement les huppes puissent revenir chaque année au même endroit. Ouais, c'est un peu comme les orchidées, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que une saison tu vas l'avoir, tu es sur d'autres projets photographiques où tu n'as pas le temps et puis c'est pas ton truc, ton projet actuel. Tu te dis l'année prochaine, je sais qu'elle est là, je me le note, je m'en souviens, l'année prochaine je pourrai revenir, elle sera là normalement. Pour la huppe, c'est pratiquement pareil. D'accord. Ouais, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément pressé par le temps pour pouvoir en faire une série de photos. On peut très bien prévoir un projet photographique sur cette espèce-là, oui, ouais. Pour l'année d'après, commencer un petit peu à réfléchir à l'affût, à l'endroit, préparer tout ça pour la saison qui vient. Bien sûr. Ouais, c'est bien. Ouais. D'accord. Écoute Daniel, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut voir tes vraiment très très belles photos de huppe, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais aussi toutes les autres qui sont tout aussi jolies sur les autres espèces. Tu as un site internet, quelque chose, comment on peut faire? Alors je n'ai actuellement pas de site internet, j'ai simplement une page Facebook, donc Daniel Salzman. Je la mettrai en lien dans l'article, bien sûr. Et j'ai 2 galeries photos, une privée que je montre en général pas, et une autre donc une galerie publique qui est sur le site de Flickr. Donc simplement taper sur Google Flickr Daniel Salzman, et là on peut voir donc les différents albums, la marque, les renards, les écureuils, les hermines et tous les rapaces, les oiseaux que j'ai eu la chance de prendre en photo. Écoute, j'invite vraiment, alors j'y suis allé évidemment pour préparer l'interview, mais aussi avant, je connaissais ton travail, donc vraiment tu prends des très très belles photos, elles sont magnifiques, et voilà, donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller voir ton travail pour l'inspiration, puis aussi pour le plaisir des yeux. Est-ce que tu as des expos de prévus là dans les mois qui viennent, ou cette année en tout cas, 2017 par exemple, là on est fin 2016, 2017? Alors j'ai eu la chance de participer à une grande expo du côté de Colmar. Donc c'était une expo qui regroupait 33 photographes assez importants. Oui, j'ai exposé 8 photos, 8 clichés qui étaient assez intéressants. Et j'ai eu la chance cette année de montrer mon premier petit film d'à peu près 10 minutes qui a vraiment été apprécié, donc je suis encouragé pour la suite. Eh ben écoute, mais je n'ai pas d'expo prévu. Okay. Simplement, par contre, j'ai un deuxième livre qui est en route, donc je travaille énormément les textes et les photos, bien sûr, la mise en page. Donc je fais à peu près tout de A à Z. Et ça demande beaucoup de temps, et c'est passionnant, mais ça demande beaucoup de temps, et ça c'est vrai. Ouais. Je te remercie infiniment Daniel pour tous tes conseils, cet excellent moment passé avec toi à discuter photos et huppe faciès. Et moi je te remercie aussi Régis, déjà d'une part pour ton sérieux, pour la qualité de ton travail, et merci aussi d'avoir accepté de passer ce super temps avec moi.